Voilà, voilà, voilà. Oui, ça c'est fin d'émission, c'est un peu n'importe quoi. La concentration n'est plus là. Et puis, rebonjour Jade. Rebonjour Cyril. Ça va? Ouais, ça va et toi? Bon, nous sommes dans le mois de l'histoire des Noirs. Oui. C'est quand même la première émission du mois de février. Oui. Je me rends compte qu'on n'a pas parlé C'est pas la... Ah oui, c'est la première, Oui, tu as c'est la raison. première. Toutes mes Oui, excuses. oui. J'ai l'impression qu'on est dans le mois de l'histoire des Noirs depuis un moment. Oui. Il faut au moins un qui reste concentré. Le piment On n'a pas parlé des lauréates, par exemple, là, du mois de l'histoire des Noirs. On n'a pas parlé du... Tu ne t'entends pas, c'est ça? C'est qu'il y a une musique sur Il y a une ta, musique sur ta qui parole. te fatigue. Il y a une musique, d'accord. On va arrêter tout ça. On n'a pas parlé vraiment du mois de l'histoire des Noirs et de tout ce que ça comporte. J'ai vu le texte de la coordinatrice ce matin, Carla Beauvais, dans le journal Métro. On en a parlé de différentes façons. On a parlé de Blackout. Aujourd'hui, on va en parler par la petite Bourgogne. Tout à fait. Je sais que de l'autre côté de l'Atlantique, où on nous écoute souvent, quand on dit Bourgogne, les gens pensent à ce département. C'est un département, hein, la Bourgogne. C'est quelque chose dans la géographie française. Oui, il faut la connaître. C'est un département. Une région, bref, c'est une région, une aire géographique. L'introduction est longue là, Cyril. Oui, il vaut ça. Non, c'est parce que je veux qu'on comprenne pourquoi tu vas parler de la petite Bourgogne. Tout à fait. Qui est un quartier de Montréal. Tout à fait. Avec une particularité propre. Oui. Tu as vu, là-bas, le ping-pong est parti. C'est cela. Je t'écoute. Donc, comme l'a bien dit Cyril avec de très très longues phrases, en l'honneur de l'histoire, en l'honneur du mois de février, donc en l'honneur du Black History Month, je me suis dit que j'allais faire une petite chronique un peu différente. J'allais pas réagir à l'actualité ni parler d'un débat. J'avais envie d'une chronique qui mette en avant l'histoire de la communauté noire de Montréal. Parce que s'il y a bien quelque chose que l'on pointe du doigt constamment à Néo-Québec, c'est l'importance de connaître notre histoire. Mais c'est à quel point notre histoire est également constamment invisibilisée, également constamment distordue ou carrément est omise, ignorée. Donc, on a l'impression que les Noirs de Montréal, c'est une invention du 21e siècle qu'on vient d'arriver. Donc, pour aller à l'encontre de cette préconception, méconception, j'avais envie de remettre de l'avant, donc comme je l'ai dit, l'histoire de la communauté noire de Montréal, et plus particulièrement, j'avais envie d'aborder la petite Bourgogne. Alors, il faut savoir que cette chronique, je me suis surtout basée, je vous mettrai les liens, sur les travaux de deux historiennes qui sont Dorothy Williams et Adrienne Connelly, qui sont un peu deux historiennes pointures, les rares à avoir étudié l'histoire de la communauté noire de Montréal. Elles écrivent en anglais. Autre chose, autre particularité, les rares ressources que j'ai trouvées sont des ressources anglophones. Et l'histoire de... Ça, c'est souvent. Non seulement c'est souvent, mais l'histoire également de la petite Bourgogne, c'est surtout une communauté noire anglophone. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, comme je l'ai dit, Dorothy Williams, c'est une historienne qui, justement, écrit sur l'histoire des Noirs de Montréal parce que, comme elle dit, notre histoire est constamment ignorée, délibérément omise ou déformée et elle tient à remettre les points sur les i, les barres sur les t. On va contextualiser. Comme j'aime bien toujours partir dans la contextualisation, contrairement donc à l'idée... répandu que les Noirs de Montréal sont apparus au 21e siècle. Non, il y a des Noirs à Montréal depuis plus de 400 ans, hein, depuis l'arrivée du premier esclave donc à Montréal. Je le dis, l'histoire noire ne commence pas avec l'esclavage. La présence des Noirs à Montréal, par contre, va commencer avec cette histoire-là. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce que beaucoup semblent ignorer ou constamment oublier, le Canada a pratiqué l'esclavage. Donc, il y a eu des esclaves au Québec, d'accord? Certes, on aime beaucoup mettre de l'avant que ça a été un esclavage différent des États-Unis qui s'est arrêté plus tôt. Oui, ça a été un esclavage différent des États-Unis par sa démographie, parce qu'il y avait beaucoup plus de peuples autochtones qui étaient mis en esclavage par rapport aux Noirs. Mathieu Bocoté ne va pas beaucoup aimer. Hein. Probablement, mais on en disant que c'était juste comme ça. Oui, et je repars, et c'est une économie différente parce que, bien sûr, on n'a jamais eu d'économie de plantation ici, hein, c'était pas l'économie principale, donc c'était de l'esclavage qu'on appelle service de maison, donc c'était d'esclaves que les plus riches se payaient pour montrer justement leur richesse, pour s'occuper donc à la maison. Donc, il y a eu des esclaves, il y a eu de l'esclavage au Québec, ça restait des esclaves, et donc, depuis lors, il y a des Noirs à Montréal. On a très peu de ressources ou d'histoires sur les Noirs de Montréal, quasiment jusque dans les années 1800. Hein. À part Marie-Angélique, on a très peu de ressources. C'est quand même un travail que des historiens tentent de mener. Reste que pour le moment, on a très peu de sources.
En revanche, donc comme je l'ai dit, ah, petite anecdote aussi, ils aiment bien aussi mettre de l'avant que le Canada, non seulement on a mis fin plus tôt qu'aux États-Unis, mais en plus c'était la destination de l'Underground Railroad. J'aime bien rappeler cette anecdote. Le premier Underground Railroad qui reliait États-Unis au Canada, c'était pour que les esclaves du Canada puissent s'enfuir vers les États du nord des États-Unis, qui étaient des États libres à ce moment. Donc de 1788 à 1782, en fait, le Railroad, l'Underground, oui, c'était pour fuir le Canada vers le nord des États-Unis où les conditions. C'est pas l'inverse. Ça, c'est venu après. Ok. Mais c'est, voilà, j'aime bien remettre cette anecdote de temps en temps. Donc, on repart. Donc, comme j'ai dit, on a très peu d'informations. Par contre, à partir de 1800, 1850, on commence à avoir des sources. Et c'est également donc à ce moment-là qu'on commence à avoir l'histoire de la fameuse La Petite Bourgogne, qui est Little Burgundy en anglais. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, à partir de 1800, il y a le développement du réseau ferroviaire qui relie Montréal à de grosses villes comme Chicago, d'accord? Donc, on a ce grand réseau ferroviaire qui est créé. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la communauté noire va massivement être embauchée pour travailler dans les trains. En fait, la première compagnie qui va embaucher des Noirs pour travailler dans les trains, donc comme les portiers qui dorment sur place pendant le voyage, ceux qui s'occupent des cuisines, ceux qui s'occupent des serviteurs et des bagages, ça va être American Pullman Palace Company, ok? Donc c'est la compagnie états-unienne. Donc ce qui se passe, c'est que avant tout, c'était des Afro-Américains qui venaient, donc leur maison principale était aux États-Unis, mais ils avaient, on va dire, des maisons secondaires lorsqu'ils arrivaient au Canada parce que ça prenait 1-2 semaines de faire les voyages aller-retour, donc ils restaient quelques temps au Canada, ils revenaient. Les 2 et 3e compagnies qui vont embaucher des Noirs, par contre, ça va être The Canadian National and the Canadian Pacific Railroad. Donc eux vont également commencer à embaucher des Noirs. Et ce qui va se passer en fait avec la petite Bourgogne, c'est que c'est un quartier qui à ce moment-là est proche de grosses gares. Donc c'est pour ça qu'en fait il va y avoir un rassemblement géographique parce qu'on a tous ces hommes noirs, ces hommes noirs dont on se parle à ce moment-là, hein, qui font ce travail-là, qui sont embauchés donc pour travailler dans les trains. Et donc on a cette communauté qui se crée autour de cette gare et c'est une communauté, en fait c'est un quartier qui est délimité par le canal La Chine, d'un côté, la rue Atwater, et on va dire une diagonale qui va du canal jusqu'à la rue Prévost, en fait, ok? Et donc, c'est tout le long du canal La Chine, mais il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, s'il y a ce rassemblement d'hommes noirs dans ces compagnies, c'est parce que toutes les autres usines ou industries refusent de les embaucher. Il y a une discrimination à l'embauche qui fait qu'ils se retrouvent un peu tous dans la seule, finalement, entreprise qui accepte de les embaucher comme j'ai dit, portier, mais aussi Red Caps, donc les gens qui s'occupaient des bagages. Et en plus, de ce côté-là, près du canal de la Chine, les loyers sont cheap et vous avez des propriétaires qui acceptent de louer aux Noirs. Encore une fois, c'est parce que le reste, c'est très discriminé au niveau du logement. Donc, il y a un peu cette zone-là où on sait qu'en tant que Noir, vous avez des chances d'obtenir un appartement, d'accepter d'être loué. Donc, de louer une habitation. Et donc, il y a ce rassemblement géographique qui se crée, qui va donc créer la Petite Bourgogne. On ne sait pas trop pourquoi d'où vient le terme Petite Bourgogne, j'ai cherché, mais on n'a jamais vraiment trouvé la source principale. Donc, comme je dis, il y a ce rassemblement géographique qui va se créer. Et du coup, ça va provoquer quelque part un rassemblement politique et social. Pourquoi? Parce qu'il va, face à tout le racisme et discrimination que subissent les Noirs au Québec, comme j'ai dit, grosse discrimination au logement, grosse discrimination à l'emploi, etc., il va y avoir des créations d'organismes, justement des organismes dont le but principal est d'élever et de défendre et de soutenir la communauté noire. Et le premier organisme qui va se créer, c'est le Women's Colored Club of Montreal, qui va se créer en 1902. Et il faut savoir également que c'est le premier club de femmes au Canada. De l'histoire du Canada, ça va être donc le Women's Colored Club of Montreal. Parce que, pourquoi des femmes vont se rassembler? Parce que, comme je l'ai dit, le job des hommes font qu'ils sont absents souvent 2 semaines d'affilée. Donc, ce sont des femmes qui doivent s'entraider et qui gèrent toutes seules à la maison, donc qui vivent comme mères célibataires la plupart du temps. Donc, c'est un club qui va se créer pour soutenir les femmes, et elles vont, pas seulement les femmes, en fait, toute la communauté noire, et elles vont avoir des activités comme, bon, bien sûr, elles vont se battre contre la discrimination au logement, mais elles vont rassembler des vêtements pour les plus pauvres, elles organisent le babysitting et le daycare, donc pour les femmes qui doivent travailler, elles font en sorte de trouver des alternatives pour garder les enfants, elles ont une soupe populaire, elles payent aussi à l'église pour s'assurer qu'il y ait une part du cimetière où, en tant que Noir, vous puissiez être enterré, ce qui aussi a subi des discriminations, donc elles font énormément de choses. La liste serait vraiment trop longue. Ces femmes-là vont aider également à créer le deuxième organisme qui est vraiment au cœur aussi du développement de la Petite Bourgogne, qui va être The Union United Congregational Church, donc la fameuse église Union United qui est créée en 1907, qui est le premier lieu de culte noir.
Avant ça, les Noirs allaient dans des lieux de culte majoritairement blancs où ils subissaient également énormément de discrimination et de racisme. Donc en créant cette église, ils ont le premier lieu de culte où ils peuvent se rassembler en tant que Noirs. Et comme vous le savez, dans les communautés noires, l'église est un support très important au niveau de programmes et d'activités communautaires. Donc cette église va avoir un rôle très important dans la communauté. Et de cette église va naître avec le révérend Charles. J'y suis déjà allé. Hein. À l'Union United. Ouais. Pas une seule fois. Parce que ça, ouais. Elle est toujours, elle existe toujours bien sûr. C'est quand on rentre, on le sent. Oh. Eh bien, de l'Union United naît the Negro Community Center. En fait, c'est le révérend Charles Est en 1927 avec ses paroissiens qui va créer donc le Negro Community Center, en français on va dire le centre communautaire noir, qui à la base était dans l'église, qui ensuite va avoir son propre local, en fait au 2035 rue Coursol. Ça c'est important. Pourquoi c'est important cet endroit-là? Parce que ça va être, déjà c'est un énorme bâtiment de 4 étages et c'est vraiment un centre communautaire qui va avoir un rôle très important au sein de la communauté noire de la Petite Bourgogne, mais j'ai envie de dire pas seulement de la Petite Bourgogne, de Montréal et à l'international. Oui, je vais développer là-dessus. Ils vont faire énormément de travail, notamment ils bossent beaucoup pour les enjeux légaux, sociaux, contre les discriminations, donc comme j'ai discrimination au logement, l'aide à l'immigration. Ils vont aussi beaucoup intervenir sur des enjeux à l'international. Ils vont faire des appels contre l'apartheid en Afrique du Sud, donc il va y avoir des grands noms qui vont venir faire des conférences à ce community center. Et quand ils arrivent enfin à avoir cette énorme bâtisse de 4 étages, en fait, vous avez des étages, ils vont faire en sorte que ce soit très centré pour la jeunesse. Donc, il va y avoir des leçons de danse, de musique, il y a de la gym, box, il y a une nursery, donc pour les femmes qui ont besoin de faire garder leur enfant, il y a une cuisine, une bibliothèque, il y avait une banque, la Worker Credit Bank, ils vont avoir une clinique dentaire également, donner du conseil à l'emploi sur 4 étages, bref, c'est une énorme bâtisse où, d'après les témoignages que j'ai pu voir, je vous mettrai en lien toutes les vidéos, les gens venaient. Les gens, vous n'aviez pas besoin il n'y avait pas besoin d'avoir une activité à telle heure pour y aller. C'était juste l'endroit où si vous étiez noir, vous pouviez aller, être bien reçu et être au sein de la communauté. Et les jeunes y allaient il y avait des soirées dansantes, il y avait des cours de danse. C'était vraiment le lieu communautaire où on pouvait se rendre, de Negro Community Center. Donc, il faut bien comprendre que donc, ces 3 associations, et notamment le centre, vont permettre vraiment un gros rapprochement au niveau communautaire, beaucoup d'aide, mais également un certain enrichissement de la Petite Bourgogne. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, à ce moment-là, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Noirs, les Afro-Canadiens ont eu le droit d'intégrer l'armée. C'était la première guerre où ils pouvaient se battre dans l'armée. Et donc, quand ils vont revenir, ils vont avoir le droit au programme des vétérans, notamment les programmes d'aide au logement, de l'aide à l'éducation. Donc, il va également avoir beaucoup plus d'ouverture au niveau des emplois parce que main-d'œuvre. Il y a un manque de main-d'œuvre causé par la guerre. Donc, à ce moment-là, on se dit, c'est comme avec les femmes. Tiens, les hommes sont pas là, on va être obligé d'embaucher des femmes. Bon, les blancs sont pas là, on va être obligé d'embaucher des noirs, c'est ce qui se passe. Malheureusement, mais c'est ce qui se passe. Et puis, il va y avoir également des grosses victoires grâce à la syndicalisation des portiers. Donc, comme j'ai dit, ils étaient massivement dans ces emplois-là. Donc, quand le syndicat obtient des victoires, il en profite également. Donc, il y a un enrichissement de la Petite Bourgogne qui va vraiment avoir un impact surtout sur, notamment le jazz. C'est de la Petite Bourgogne que vient Oscar Peterson, par exemple. Donc, grande pointure du jazz. Les boîtes sont connues dans tout le Québec, voire je dirais peut-être dans tout le Canada pour sa qualité. Les artistes qui viennent dans les boîtes de la Petite Bourgogne sont très connus à l'international. Et en fait, on dit que c'est la Petite Bourgogne qui a introduit le jazz au Canada, d'accord? Donc, c'est vraiment important. Malheureusement, il va y avoir très vite tout de même un gros déclin de la Petite Bourgogne et également qui s'accompagne avec le Negro Community Center. Je vais en parler, notamment la dépression des années 30 les touche forcément. Il y a aussi également un abandon des usines du canal La Chine quand le canal est fermé, donc dans les années 1970, qui va quand même avoir un impact sur la communauté. Donc il y a de plus en plus de bâtiments qui sont abandonnés, il y en a qui partent, mais il y avait quand même une certaine immigration qui maintenait les nombres en place. Mais en tout cas, les bâtiments sont abandonnés au point que la ville de Montréal va considérer que la Petite Bourgogne est classée en zone taudis. Et donc, en fait, à partir des années 50, la ville va rentrer dans un programme agressif contre les zones taudis. Et donc, ils vont se mettre à détruire et à exproprier massivement la communauté noire de la Petite Bourgogne. Je vous mettrai en lien, il y a des photos. En fait, la mairie faisait des séries de photos des bâtiments qu'ils allaient détruire. Donc, c'est vraiment très documenté, numéroté. Et en fait, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'ils vont prendre des photos, mais ils vont prendre des photos avec des personnes. Les personnes sont en train de, tu sais, le restaurant est ouvert, ils sont en train de travailler. Donc, tu as quelqu'un qui prend la photo juste pour dire, ce bâtiment-là, on va détruire. Ils rentrent dans les appartements, ils prennent des photos. Tu vois que c'est le salon de quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui s'apprête à être exproprié. Tout est en place, qui ne sait pas ce qui va se passer. Et puis, les photos sont prises. Donc, c'est vraiment
je vous mettrai les liens, les photos sont très marquantes parce qu'on voit des clichés de vie de la communauté noire, de la petite Bourgogne. Au moment où le programme d'expropriation va commencer, ça va être un programme d'expropriation, vous démerdez-vous pour retrouver un logement. Il n'y a pas vraiment d'aide pour vous aider. Et en plus, la ville va vraiment cibler la petite Bourgogne. Bah, par exemple, l'autoroute de la Ville-Marie va passer par ce quartier-là, donc va défigurer la petite Bourgogne. Mais il faut bien comprendre que c'est pas... Oh zut, c'est juste parce que c'était des bâtiments abandonnés qu'ils ont ciblé la petite Bourgogne. En fait, c'est quand même, on se rend compte quand vous regardez dans l'histoire canadienne ou l'histoire des États-Unis, les quartiers noirs, les quartiers où la communauté noire commence à vraiment se développer, sont ciblés systématiquement par les administrations qui cassent en fait la dynamique du quartier et obligent en fait les communautés à se disperser. Donc ce qui se passe, c'est vraiment un phénomène de gentrification qui touche donc la petite Bourgogne et qui a touché également... C'était intentionnel. C'était intentionnel et c'est ce qui se retrouve... C'est documenté. Oui, c'est documenté. C'est ce qui se retrouve en fait pour quasiment toutes les histoires de quartiers. Afriqueville, à Nova Scotia, même chose. Mâcon en Géorgie, même chose. Donc à chaque fois, ce sont des quartiers, on me dit souvent Harlem, Brooklyn, et c'est en train de subir cette gentrification. Donc c'est vraiment ciblé pour casser finalement la dynamique de la communauté noire. Donc comme j'ai dit, c'est ce qui se passe, on force le départ, mais c'est aussi les années 60. Donc en 69, il y a l'affaire Sir George Williams. Donc on est vraiment dans une période aussi de tension où l'enjeu... l'université. Ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le professeur Percy Anderson qui a été accusé par des étudiants de racisme, notamment dans la manière dont il notait. Et la manière dont l'université va gérer l'affaire va provoquer 200 étudiants en fait vont faire un sit-in dans le centre d'ordinateur pour se plaindre de la manière dont l'administration a géré leur plainte face au professeur. Et donc, ça va se terminer en fait par la destruction du centre d'ordinateur. Il va même y avoir un incendie volontaire et la police va accuser les étudiants de l'avoir lancé. Non. Allez voir Blackout pour ça. C'est sur cet enjeu-là. Et donc, il va y avoir 97 étudiants qui sont arrêtés, dont 47 étudiants noirs. D'accord? Donc, c'est Sir George Williams, c'est ce qui est devenu Concordia. Faut comprendre aussi à l'époque, par exemple, McGill, connu pour sa discrimination envers les étudiants noirs. En fait, il y avait beaucoup plus d'étudiants noirs à Sir George Williams qui est devenu Concordia parce que McGill, si vous ne faisiez pas travail social, par exemple en médecine, en tant qu'étudiant noir, vous ne pouviez pas entrer à McGill. Donc il y a quand même énormément de racisme dans les autres universités. C'est pas pour pointer du doigt seulement anciennement Concordia. Donc, il y a quand même un focus qui va être mis sur les tensions raciales pour, entre guillemets, médiatiquement pour la première fois à Montréal, même si ça n'a pas débuté à ce moment-là. Et donc, cette tension va également toucher quelque part le Negro Community Center parce qu'il va y avoir notamment des débats. À ce moment-là, il y a des blancs, en fait, c'est mixte dans le board du centre. Et il va y avoir des étudiants noirs qui vont demander à ce que le centre soit entièrement non mixte. Donc dans sa direction, et qu'on renomme le centre, qu'on se débarrasse du Negro, qu'on le remplace par Black. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des votes, ils vont voter d'accord pour la non-mixité au niveau de la direction, mais ils vont refuser de changer le nom, parce qu'ils disent c'est quand même une histoire, on l'a choisi, donc il va y avoir un conflit intergénérationnel, en fait, qui va toucher le centre, qui déjà a des difficultés financières, a du mal à rester ouvert, qui commence à devoir travailler quasiment qu'avec des bénévoles, donc c'est vraiment dans les années 60-70, le déclin arrive. Et en fait, ce qui se passe, malheureusement, de nos jours, c'est qu'en 95, le centre va être fermé, manque de fonds. Il est fermé, le bâtiment reste là et laissé en fait à l'abandon pendant des années. Et il y a eu beaucoup d'efforts de la part de la communauté noire qui, depuis la petite Bourgogne, en tant que telle, en tant que communauté noire rassemblée, n'existe plus à ce moment-là. Tout le monde a vraiment bougé. Mais il y a quand même tous ceux qui ont connu, des personnes qui ont grandi avec ce centre qui tentent de faire des appels de fonds, des appels de bailleurs pour pouvoir rouvrir le centre. À chaque fois, ils vont se heurter à l'administration qui change à chaque fois le nombre d'argent qu'il faudrait. À un moment donné, ils espéraient pouvoir reconnaître que ce bâtiment était du patrimoine national. Donc patrimoine parce que par rapport à la communauté noire. Et c'est refusé parce que les matériaux qui avaient été utilisés pour rénover le bâtiment sont des matériaux modernes. Et il y a cette idée que si ça doit être classé, il faut que ce soit architecturalement. Donc en fait, on ne reconnaît pas l'importance de la communauté ou l'importance sociale. On va reconnaître juste l'importance du bâtiment en tant que ou l'architecture. Donc il y a un refus de reconnaître également ce patrimoine. Le bâtiment est vraiment laissé à l'abandon jusqu'à ce qu'un mur s'effondre en 2014 et donc ils ont dû raser et détruire ce bâtiment. En revanche, et je vais conclure là-dessus, ce qui est bien sorti, entre guillemets, ce qui a pu être sauvé, c'est les archives. En fait, les archives du Negro Community Center ont été sauvées, se trouvent actuellement à Concordia.
Donc, ils n'ont pas pu tout sauver. Je sais par exemple que la bibliothèque n'a pas pu être sauvée. Il y avait énormément de livres, mais ils les ont perdus. Mais ils ont reçu énormément de photographies, énormément des archives, en fait, du Community Center. Et depuis 2 ans, ces archives sont désormais ouvertes au public. Donc, mercredi, je suis allée à un cours qui était donné à Concordia, qui était ouvert au public pour le Black History Month, sur l'importance de l'histoire orale. Et ils se sont beaucoup appuyés sur ces archives pour ce cours, pour présenter ce cours. Et ils appelaient le public à venir découvrir, en fait, les archives. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis que le bâtiment a disparu, on a de plus de personnes qui ont connu le Negro Community Center ou qui ont vécu justement à la Petite Bourgogne, qui ont connu l'essor, le dynamisme, qui viennent de l'avant, qui vont contacter le Concordia, qui donnent de leurs archives personnelles. Ils disent, moi, j'ai connu cette communauté, donc voilà, j'ai encore des photos, j'en ai 3 boîtes, je vous les apporte. Donc, la directrice de ces archives nous disait que les archives n'arrêtent pas d'augmenter, en fait. Les archives ne font qu'augmenter depuis, finalement, qu'ils ont récupéré. Donc, j'en profitais pour faire, en fait, cette chronique, pour vous parler de cette histoire, parce qu'il me semble qu'elle n'est pas si connue que cela. Et pourtant, c'est pour vous montrer à quel point la communauté noire, déjà, est là depuis un bon moment, mais aussi, on se rassemble. Et lorsqu'on a l'impression qu'on est obligé de tout recommencer depuis le début, qu'il n'y a jamais eu cela avant, on se rend compte qu'en fait, non, il y avait déjà des initiatives, il y avait déjà d'énormes projets, et ces projets ont laissé des traces, et ces traces sont disponibles. On peut aller les consulter, on peut voir ce qui a été fait, ces personnes sont encore en vie, on peut les interviewer, je vous mettrai tous les liens sous cette chronique, et j'espère que ça vous a intéressé de découvrir un petit peu l'histoire de la Petite Bourgogne et du Negro Community Center. Et qui nous donne une idée du noir à Montréal. Merci beaucoup, Jade. Je t'en prie, Cyril. Très important, ceux qui veulent découvrir, fouillez un peu, grattez un tout petit peu, et puis vous allez découvrir un certain nombre de choses. Merci, Jade. On se retrouve la semaine prochaine.